Millionnaire, sourde et hypnotisé en entendant pour la première fois la voix d'une femme, il vivait dans un monde de silence absolu. Elle était arrivée comme remplaçante temporaire dans sa cuisine. Mais il n'avait suffi que d'un instant, une vibration, une mélodie, une voix qu'il n'était pas censé percevoir, pour que tout ce qu'il croyait immuable commence à vaciller. Ce qui était né entre eux n'était pas du bruit. C'était quelque chose de bien plus profond. Et une fois qu'il l'avait ressenti, il n'y avait plus de retour possible. Pardon d'interrompre votre histoire, mais si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner. Soutenez cette chaîne pour nous aider à grandir et que Dieu vous le rende au centuple. Merci et bon visionnage. Dans les hauteurs du Massif central, là où l'air se fait plus rare et les nuages semblent à portée de main, s'élevait un domaine imposant en pierre calcaire. Ce palais minéral avec ses tuiles en terre cuite et ses vastes couloirs appartenait à Étienne Chastel, un homme dont la fortune n'avait d'égal que sa solitude. À 42 ans, Étienne avait bâti un empire immobilier qui s'étendait de Lyon jusqu'à Paris, mais il vivait depuis plus de 20 ans dans un monde de silence absolu. Un accident de voiture sur la route de Marseille lui avait enlevé l'ouïe alors qu'il n'avait que 18 ans, juste au moment où sa vie commençait à éclore. Le domaine Le Repos reflétait parfaitement son propriétaire, majestueux, imposant et profondément silencieux. Les sols en marbre étaient couverts de tapis épais absorbant le moindre bruit. Les portes, soigneusement huilées, ne grinçaient jamais. Et le personnel, minutieusement sélectionné par Madame Constance, la gouvernante à son service depuis avant l'accident, avait appris à se déplacer comme des ombres. « La paix de monsieur est sacrée », répétait inlassablement Madame Constance à chaque nouvel employé. « Ici, on parle avec les mains, ou on ne parle pas du tout. » Étienne passait ses journées entre la bibliothèque et le belvédère qui donnait sur la vallée. De là, il observait le petit village de Saint-Michel-du-Silence, dont les toits rouges parsemaient le vert du paysage comme des gouttes de sang sur une émeraude. Parfois, lorsque le coucher du soleil peignait le ciel d'orange et de pourpre, ses yeux s'humidifiaient légèrement, mais personne ne l'avait jamais vu pleurer réellement. Sa routine était invariable. Petit déjeuner à 7 heures, lecture de courriels et documents jusqu'à midi, déjeuner léger, lecture jusqu'à 18 heures, dîner à 20 heures et un verre de whisky sur la terrasse jusqu'à ce que le froid de la montagne le contraigne à se retirer. Le dimanche, son chauffeur le conduisait au cimetière où reposaient ses parents, décédés alors qu'il vivait déjà dans son univers de silence. Mais ce matin-là de juin, quelque chose vint déranger la mécanique parfaite du domaine Le Repos. Madame Constance entra dans la bibliothèque d'un pas hésitant, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Étienne leva les yeux du livre qu'il tenait, un ancien ouvrage sur l'architecture précolombienne. « Pardonnez l'interruption, monsieur », dit la gouvernante en utilisant la langue des signes qu'il partageait. « La cuisinière est partie, sa mère est malade à Nice. » Étienne fronça les sourcils. Tout changement le troublait profondément. « Et quelle solution proposes-tu » signa-t-il d'un geste ferme, bien que teinté d'agacement. « Sa nièce est ici, monsieur. Elle travaillait dans un restaurant à Avignon. Elle dit pouvoir rester tout l'été, jusqu'au retour de sa tante. Connaît-elle les règles de cette maison? Je les lui ai expliquées, monsieur, mais... » Madame Constance hésita un instant. Elle est jeune, à peine 23 ans. Étienne soupira. L'idée d'avoir une jeune femme rôdant dans sa maison, sans doute bruyante et indiscrète comme toutes les autres de son âge, lui inspirait un profond malaise. Mais l'alternative était pire. Descendre au village, s'exposer aux regards curieux, à la pitié à peine voilée. Qu'elle reste à l'essai. « 1 semaine, indiqua-t-il finalement. Si cela ne fonctionne pas, elle partira. » Madame Constance acquiesça avec gratitude et se retira. Quelques minutes plus tard, elle revint accompagnée d'une silhouette fine et menue. La première impression qu'Étienne eut de Chloé Hernandez fut celle d'un petit oiseau apeuré. Elle avait de longs cheveux noirs tressés tombant sur son épaule droite, la peau couleur caramel et de grands yeux couleur chocolat noir. Elle portait des vêtements simples, un jean bleu et un chemisier blanc sans fioritures. Ses mains petites mais aux doigts longs s'entrelaçaient nerveusement devant elle. « Monsieur dit que tu peux rester à l'essai », traduisit Madame Constance. « 1 semaine. » Chloé acquiesça et, à la surprise générale, forma un merci parfait en langue des signes. Devant le regard interrogateur d'Étienne, elle esquissa un léger sourire. « Ma grand-mère était sourde », expliqua-t-elle, tandis que Madame Constance traduisait. « J'ai appris quelques phrases de base pour pouvoir lui parler. » Quelque chose remua légèrement dans la poitrine d'Étienne, comme un animal qui sortirait d'un long sommeil. Ce n'était pas agréable. C'était troublant, presque dérangeant.
La familiarité avec laquelle ses mains étrangères avaient dessiné les signes lui parut presque une intrusion dans son intimité. « Tu peux te retirer » signa-t-il sèchement. « Madame Constance te montrera ta chambre et la cuisine. » Durant les 2 jours suivants, Étienne remarqua à peine la présence de la nouvelle cuisinière. Les repas arrivaient à l'heure, servis par le majordome comme d'habitude, et leur goût était acceptable, bien que différent. Plus audacieux dans les épices, plus coloré dans la présentation. Un soir, à côté de son steak grillé, apparut un petit mortier contenant une sauce rouge, dégageant un parfum intense de piment d'Espelette et de tomates vertes. Étienne y goûta prudemment, et une chaleur agréable se propagea dans sa gorge. Mais le 3e jour, un événement étrange survint. Étienne revenait d'une promenade dans les jardins quand, en passant devant la cuisine, il sentit une vibration, à peine perceptible, comme le frémissement d'un cristal fin lorsqu'une note musicale parfaite résonne à proximité. Il s'arrêta, troublé. Il s'arrêta, troublé. Cela faisait des années qu'il n'avait rien ressenti de semblable. Il poussa doucement la porte entr'ouverte de la cuisine et aperçut Chloé de dos, penchée sur une pâte qu'elle pétrissait avec énergie. Ses hanches se balançaient légèrement, comme si elle suivait un rythme, et sa tête oscillait d'un côté à l'autre. Elle chantait. La vibration traversa de nouveau le corps d'Étienne, plus intensément cette fois. Ce n'était pas un son qu'il percevait, pas exactement. C'était comme si quelque chose en lui répondait à quelque chose à l'extérieur, comme 2 diapasons accordés sur la même fréquence. Chloé avait dû sentir sa présence, car elle se retourna brusquement. En le voyant, elle sursauta et porta une main à sa bouche, laissant une petite trace de farine sur sa joue. « Pardon, monsieur », dit-elle, tandis que ses mains maladroites, nerveuses, tentèrent de former les signes. « Je ne savais pas que vous étiez là. » Étienne resta immobile, le visage figé comme un masque impénétrable. Quelque chose venait de changer dans son monde parfaitement ordonné, et il ne savait pas quoi en faire. Quelque chose d'oublié, enfoui sous des années de silence et de solitude, venait de s'éveiller, et cela l'effrayait autant que cela le fascinait. Sans répondre, il fit demi-tour et s'éloigna dans le couloir, le cœur battant avec une force qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Derrière lui, Chloé resta figée, la pâte des galettes encore collée à ses doigts, une expression de confusion sur son visage doux. Cette nuit-là, pour la première fois depuis plus de 20 ans, Étienne Chastel rêva de musique. La nuit tombait sur le Massif central avec un calme presque spectral. De sombres nuages tourbillonnaient au-dessus du domaine Le Repos, annonçant une tempête qui ne venait jamais. Étienne restait éveillé dans sa chambre, troublé après 2 nuits de rêves étranges. Il se leva et sortit dans le couloir. Il avait besoin de dégourdir ses jambes, de clarifier ses pensées. L'horloge du hall affichait 11 heures. À cette heure-ci, le domaine baignait normalement dans un silence absolu. Tous les employés se retirèrent dans leur chambre de l'aile ouest après 9 heures, à l'exception de Vincent, le veilleur de nuit qui montait la garde depuis la guérite à l'entrée. Alors qu'il traversait le grand salon, quelque chose le figea sur place. Une vibration, plus intense que les précédentes, plus définie, comme si un fil invisible avait été tendu à travers son corps. Il resta immobile, essayant de comprendre ce qui se passait. La vibration semblait provenir de la cuisine. Prudent, comme un chasseur craignant d'effrayer sa proie, Étienne s'approcha de la porte entr'ouverte. Une lumière tamisée filtrait par l'interstice. Elle était là. Chloé, de dos, pétrissait quelque chose sur la table en marbre. Mais cette fois, Étienne put clairement voir ses lèvres bouger, sa tête se balancer doucement. Et plus troublant encore, il ressentait quelque chose qui s'approchait dangereusement de ce qu'il se souvenait être un son. Ce n'était pas une audition normale. C'était comme si la voix de Chloé générait des ondes que, d'une manière ou d'une autre, son cerveau captait et traduisait en quelque chose de proche de la musique. Une sensation fantôme, comme lorsqu'un amputé ressent une douleur dans un membre qui n'existe plus. Il poussa complètement la porte, incapable de se contenir. Chloé se retourna surprise, les mains couvertes de farine. « Monsieur Chastel !» s'exclama-t-elle, les yeux grands ouverts. « Pardonnez-moi, je préparais juste le pain pour demain. » Les mains d'Étienne bougèrent avec urgence. « Que chantais-tu » Chloé rougit, la farine tombant de ses mains alors qu'elle tentait de répondre avec des signes hésitants. « Une chanson de ma région, en Bretagne. Ma mère me l'a apprise quand j'étais petite. » Les yeux d'Étienne brillaient d'une intensité presque fiévreuse. « Je veux que tu chantes pour moi », ordonnèrent ses mains. « Demain, après le dîner, dans la bibliothèque. »« Ça, mais monsieur, je ne suis pas chanteuse », protesta-t-elle, la confusion évidente sur son visage. « Je chante seulement pour moi-même, en travaillant. »
« Ce n'est pas une demande, répondirent les mains d'Étienne avec brusquerie. C'est un ordre. Sans attendre de réponse, il fit demi-tour et retourna dans sa chambre, le cœur battant si fort qu'il craignait que tout le personnel ne puisse l'entendre. Le dîner du soir suivant se déroula dans un silence encore plus tendu qu'à l'accoutumée. Étienne toucha à peine au piment farci à la crème de noix que Chloé avait préparé, bien que ce plat soit difficile à trouver en dehors de la saison des piments frais. Ses pensées étaient entièrement tournées vers ce qui allait suivre. À 9 heures précises, Madame Constance accompagna Chloé jusqu'à la bibliothèque. La jeune femme portait son uniforme habituel, mais avait défait sa tresse, laissant sa chevelure noire cascader sur ses épaules comme une chute d'obsidienne. « Ça, monsieur dit que tu peux t'asseoir », traduisit Madame Constance en indiquant un tabouret en bois placé face au bureau en acajou. Chloé obéit, les mains nouées nerveusement sur ses genoux. La bibliothèque était imposante, avec des étagères atteignant le plafond, remplies de volumes reliés en cuir. Une grande baie vitrée donnait sur les montagnes, désormais visible uniquement comme une silhouette noire contre le ciel étoilé. Étienne fit un signe et Madame Constance se retira, refermant la porte derrière elle. Le silence entre les deux devint presque palpable. « Chante !» ordonnèrent les mains d'Étienne. « Que dois-je chanter ?» demanda-t-elle, la voix à peine un murmure. « Ce que tu chantais hier soir. » Chloé inspira profondément, ferma les yeux un instant et lorsqu'elle les rouvrit, quelque chose avait changé en elle. La timidité avait laissé place à une dignité sereine. Elle commença doucement, presque inaudible pour quiconque sauf Étienne. C'était une chanson en breton, la langue de ses ancêtres, une berceuse peut-être, ou un chant d'amour. Les paroles étaient incompréhensibles pour Étienne, mais cela n'avait aucune importance, car pour la première fois en plus de 20 ans, il écoutait. Ce n'était pas une audition normale, il le savait. C'était quelque chose de plus profond, de plus instinctif. Comme si la voix de Chloé résonnait directement dans ses os, dans son âme même. Il pouvait sentir les vibrations former des motifs, des cadences, des mélodies. Et ces mélodies réveillaient des souvenirs enfouis sous 2 décennies de silence. Le murmure de la mer à Biarritz pendant des vacances d'enfance, le rire de sa mère, l'agitation du marché du dimanche dans le village. Chloé éleva légèrement la voix, gagnant en assurance. Ses mains, auparavant crispées sur ses genoux, se mirent à bouger doucement, suivant le rythme de sa propre chanson. Étienne se leva brusquement, le visage pâle, les mains tremblantes. « Ça suffit », signa-t-il avec des doigts maladroits. Chloé s'interrompit aussitôt, la peur revenant dans son regard. « Ai-je fait quelque chose de mal, monsieur ?» Étienne ne répondit pas. Il ne le pouvait pas. Un tourbillon d'émotions contradictoires l'envahissait. Émerveillement, peur, espoir, colère. Il fit volte-face et quitta la bibliothèque à grandes enjambées, laissant Chloé déconcertée et seule entre les livres silencieux. Cette nuit-là, Étienne ne dormit pas. Assis dans le belvédère, une bouteille de cognac réserve Napoléon comme unique compagnie, il contemplait les lumières lointaines du village en tentant de comprendre ce qui lui arrivait. Était-il possible qu'il soit en train de retrouver Louis? Les médecins avaient été formels. Les lésions de ses nerfs auditifs étaient irréversibles. Aucune opération, aucune thérapie ne pouvait lui rendre ce qu'il avait perdu. Et pourtant, la voix de Chloé avait trouvé un chemin jusqu'à lui. Sa voix et seulement la sienne. Pourquoi elle? Qu'avait donc de particulier cette jeune Bretonne aux mains couvertes de farine et aux yeux couleur de terre mouillée? Lorsque l'aube commença à colorer l'horizon de rose et d'or, Étienne arriva à une conclusion. Peu importait le comment ou le pourquoi. Ce qui comptait, c'était que pour la première fois en 20 ans, le monde avait retrouvé un son pour lui. Et la source de ce miracle s'appelait Chloé Hernandez. Sur cette pensée, il retourna au domaine où Madame Constance organisait déjà les tâches du jour. Il lui indiqua par des signes fermes qu'il voulait voir la cuisinière dans le jardin arrière après le petit déjeuner. La vieille femme acquiesça, bien qu'une ombre d'inquiétude ait traversé son visage ridé. Ce que Madame Constance ignorait, ce que personne ne pouvait savoir, c'est qu'un changement fondamental s'était produit chez Étienne Chastel. La forteresse de pierre qu'il avait bâtie autour de son cœur présentait désormais une fissure, et par cette fissure s'infiltrait, tel un rayon de soleil dans une cathédrale obscure, la voix de Chloé. La serre du domaine Le Repos était un monde à part. Construite par le grand-père d'Étienne, un passionné de botanique, elle abritait des espèces venues de toutes les régions de France. Orchidées de Corse, cactus méditerranéens, broméliacées de la côte atlantique. Le toit en verre laissait passer la lumière de la lune, baignant les plantes d'une lueur argentée
qui transformait l'endroit en quelque chose de presque magique. C'est là que commencèrent leurs rencontres. La première nuit, Chloé arriva tremblante de nervosité. Madame Constance l'avait réveillée d'un geste sévère et lui avait remis une note écrite de la main élégante d'Étienne. « Serre, minuit. » Ce n'est pas une option. L'air à l'intérieur était chaud et humide, chargé du parfum de la terre mouillée et des plantes en fleurs. Étienne l'attendait près d'une petite fontaine en pierre, vêtu d'un pantalon sombre et d'une chemise blanche dont il avait ouvert le col, comme si le protocole avait cédé à la chaleur. « Assieds-toi », indiquèrent ses mains en montrant un banc de pierre sculpté. « Monsieur Chastel », commença-t-elle, ses doigts essayant maladroitement quelques signes. « Je ne comprends pas pourquoi. »« Chante », interrompirent les mains d'Étienne. « Ne pose pas de questions. Chante simplement. » Et elle obéit. Cette nuit-là, elle interpréta un chant populaire sur la résistance qui évoquait Jean Moulin et sa lutte pour la liberté. Sa voix, d'abord hésitante, gagna en puissance jusqu'à emplir l'espace entre les plantes, rebondissant contre les vitres, vibrant dans l'eau de la fontaine. Étienne ferma les yeux, absorbant chaque note. La vibration devenait plus claire à chaque fois, comme si son cerveau réapprenait un langage oublié. C'est ainsi que commença le rituel qui allait transformer leur vie. Chaque nuit, à la même heure, ils se retrouvèrent dans la serre. Chloé chantait et Étienne écoutait, parfois pendant une demi-heure, parfois jusqu'à ce que l'aube perce les nuages. Jamais ils n'en parlaient durant la journée. C'était comme si ce moment partagé appartenait à une autre dimension, où les lois du monde extérieur n'avaient pas cours. Au fil des semaines, quelque chose changea entre eux. Ce n'était plus seulement la voix de Chloé qu'Étienne percevait. Il commença à remarquer comment ses mains dessinaient des formes dans l'air en chantant, comment ses pieds nus marquaient doucement le rythme sur le sol en terre cuite, comment la lumière changeait dans ses yeux lorsqu'elle atteignait certaines notes. De son côté, Chloé découvrit que les yeux d'Étienne n'étaient pas froids, comme tout le monde le disait. Ils étaient profonds et attentifs, comme ceux de quelqu'un qui a passé trop de temps à observer sans participer. Et lorsqu'il la regardait chanter, il y avait dans son regard une faim, un besoin si pur qu'il lui coupait parfois le souffle. Une nuit, après que Chloé eut terminé un chant traditionnel breton, Étienne fit quelque chose d'inattendu. Il sortit un carnet qu'il avait apporté et y écrivit quelques mots. Il le lui tendit d'un geste presque timide, inhabituel chez lui. « Pourquoi ne chantes-tu jamais en français ?» Chloé lut la note 2 fois avant de répondre. « Les chansons dans ma langue maternelle sont plus vraies, » expliqua-t-elle, cherchant ses mots. Ma grand-mère disait que lorsqu'on chante dans la langue de ses ancêtres, on n'utilise pas seulement sa propre voix, mais aussi celle de tous ceux qui sont venus avant nous. Étienne acquiesça lentement, comme si cette réponse résonnait avec quelque chose au fond de lui. Il écrivit de nouveau « Comment as-tu appris autant de chansons ?» Une ombre passa sur le visage de Chloé. Ses mains s'entrelacèrent nerveusement sur ses genoux. « Mon père » commença-t-elle, puis s'interrompit. Elle inspira profondément et poursuivit. « Mon père a perdu Louis quand j'avais 12 ans. Un accident dans l'usine où il travaillait. Les médecins ont dit qu'il ne retrouverait jamais l'audition. » Les yeux d'Étienne s'écarquillèrent, soudainement plus alertes. « Il aimait la musique, » continua-t-elle, la voix plus basse maintenant. Il jouait de la guitare lors des fêtes, il connaissait des centaines de chansons. Perdre le son l'a anéanti. Il a cessé de parler, de rire. Il s'est éteint peu à peu. Étienne connaissait trop bien ce processus. L'isolement progressif, la colère, la résignation. J'ai commencé à lui chanter chaque soir, dit Chloé avec un sourire triste. Au début, il me regardait sans comprendre. Mais un soir, alors que je chantais une chanson qu'il m'avait apprise quand j'étais enfant, j'ai vu des larmes dans ses yeux. Il a pris ma main et l'a posée sur sa poitrine. Il sentait les vibrations. Il n'entendait pas ma voix, mais il pouvait la ressentir. Étienne écrivit, la main légèrement tremblante. « Où est-il maintenant ?»« Il est décédé il y a 3 ans, » répondit-elle en essuyant une larme solitaire. « Un cancer. Je lui ai chanté jusqu'à son dernier souffle. » Un silence dense tomba entre eux. Pas le silence habituel du domaine le repos, mais un silence chargé d'émotions, de confessions, de vérités dévoilées. Finalement, Étienne écrivit quelque chose dans son carnet et le tendit à Chloé. Parfois, je me demande si ma surdité est physique ou si j'ai simplement cessé d'écouter parce que je ne voulais plus entendre ce que le monde avait à me dire. C'était la confession la plus intime qu'il ait faite depuis des années. Chloé le regarda, les yeux humides, comprenant le cadeau qu'il venait de lui offrir. « Tu veux m'en parler ?» demanda-t-elle doucement. « Ton accident. » À la surprise des deux, Étienne commença à signer, lentement d'abord, puis avec plus d'aisance.
Il lui raconta l'accident, le bourdonnement constant qui avait précédé le silence absolu, la peur paralysante ressentie en réalisant qu'il n'entendrait plus jamais la musique, les rires, ni même sa propre voix. Chloé l'écoutait avec attention, réagissant parfois, posant des questions quand quelque chose n'était pas clair. Pour la première fois, Étienne sentit que quelqu'un voulait réellement l'écouter. Pas par obligation ni par pitié, mais par intérêt sincère. Lorsqu'il termina son récit, il se sentit étrangement léger, comme s'il avait enfin déposé un fardeau qu'il portait depuis trop longtemps. « Merci de m'avoir confié cela », dit Chloé à la fois avec sa voix et ses mains. Étienne la regarda longuement. Puis, dans un geste impulsif, il cueillit une des orchidées qui poussaient à proximité et la glissa délicatement derrière l'oreille de Chloé. « Chante pour moi », demandèrent ses mains, « quelque chose que tu n'as jamais chanté auparavant. » Et elle, le cœur battant, une orchidée dans les cheveux, se mit à chanter une chanson qu'elle avait composée pour son père pendant ces derniers jours. Une chanson sur l'amour qui transcende le silence, sur les voix qui ne s'éteignent jamais complètement. Étienne ferma les yeux, mais cette fois, ce n'était pas pour se concentrer sur le son, c'était pour retenir les larmes qui menaçaient de couler, car pour la première fois en plus de 20 ans, il ne se sentait pas seul dans son silence. Et pour la première fois, il désirait ardemment être entendu. L'automne était arrivé dans le massif central, teignant le paysage d'ocre et d'or. Au domaine Le Repos, quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. Étienne Chastel, l'homme qui avait vécu plongé dans le silence pendant plus de 2 décennies, parcourait désormais les couloirs de son manoir, les épaules plus droites, le regard plus vif. Les employés échangèrent des regards déconcertés. Le maître avait commencé à prendre ses repas dans la salle à manger principale, au lieu de son bureau, et parfois, on l'avait même vu esquisser quelque chose ressemblant à un sourire. Madame Constance observait ces changements avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. Elle connaissait trop bien Étienne pour ne pas remarquer que ces rencontres nocturnes avec Chloé, qu'elle faisait semblant d'ignorer mais surveillait discrètement, le transformaient. Mais ce matin d'octobre, tout changea. Une élégante Mercedes-Benz noire franchit les grilles du domaine, soulevant un nuage de poussière dorée sur le chemin de gravier. Du siège arrière descendit une femme qui semblait tout droit sortie d'un magazine de mode européen. Grande, mince, les cheveux blonds relevés en un chignon impeccable, vêtue d'un tailleur couleur bordeaux parfaitement ajusté à sa silhouette. « Madame Constance !» s'exclama la nouvelle venue, retirant ses lunettes de soleil pour révéler des yeux verts et perçants. « Quel plaisir de vous revoir après tant d'années !» La gouvernante pâlit, comme si elle avait vu un fantôme. « Mademoiselle Alexandra !» murmura-t-elle en s'inclinant légèrement. « Nous ne savions pas que vous viendriez. » Alexandra Montblanc sourit, un geste calculé qui n'atteignait pas ses yeux. « Je voulais surprendre Étienne, » répondit-elle, pendant que le chauffeur déchargeait plusieurs valises de créateurs. « Où est-il ? » ?»« Monsieur est dans son bureau. Je vais l'informer de votre arrivée. »« Ce ne sera pas nécessaire, » l'interrompit Alexandra, en avançant vers l'entrée. « Je connais le chemin. » Et en effet, elle le connaissait. 6 ans plus tôt, Alexandra avait failli devenir la maîtresse du domaine Le Repos. Fille de Gustave Montblanc, le plus ancien associé de Chastel Investissement, elle avait été la compagne d'Étienne pendant 3 ans. Le mariage était prévu, les invitations envoyées. Mais 2 semaines avant la cérémonie, Alexandra annonça qu'elle avait accepté une offre pour travailler dans une prestigieuse maison de couture à Milan. Elle était partie sans se retourner, laissant Étienne sombrer dans une obscurité encore plus profonde que sa surdité. À présent, 6 ans plus tard, elle arpentait les couloirs du domaine comme si elle n'était jamais partie. Étienne était en train de consulter des documents quand la porte de son bureau s'ouvrit sans prévenir. En levant les yeux, son visage exprima un mélange d'incrédulité et de stupeur. « Bonjour Étienne », dit Alexandra, sachant qu'il pouvait lire sur les lèvres. Cela faisait longtemps. Il se leva lentement, comme s'il ne faisait pas confiance à la stabilité de ses jambes. Ses mains formèrent une question. « Que fais-tu ici ?»« Mon père est malade », répondit-elle en s'approchant du bureau. « Un cancer. Les médecins disent qu'il lui reste 6 mois, peut-être moins. » La nouvelle frappa Étienne comme un coup de poing. Gustave Montblanc avait été bien plus qu'un associé. Il avait été un second père pour lui, après la mort du sien. « Je suis venu revoir les affaires de l'entreprise », poursuivit Alexandra. « Papa veut s'assurer que tout soit en ordre avant de... » Sa voix se brisa légèrement. Un détail qu'Étienne ne pouvait entendre, mais percevait. « Je suis désolé », répondirent ses mains. « Pourquoi ne m'a-t-on rien dit plus tôt ? Tu connais, papa. Fier jusqu'au bout, » répondit-elle avec un sourire triste. « Mais maintenant... Nous devons parler, Étienne. Il y a des décisions importantes à prendre. »
Par la fenêtre du bureau, Chloé traversait le jardin avec un panier d'herbes fraîches. Alexandra suivit le regard d'Étienne et plissa les yeux. « Nouvelle employée ?» demanda-t-elle avec une fausse désinvolture. « La nièce de Rosalie » répondit Étienne, soudain mal à l'aise. « Elle remplace sa tante jusqu'à son retour de Nice. » Alexandra hocha lentement la tête, ses yeux calculateurs évaluant la jeune Bretonne. « Elle a l'air très pittoresque » commenta-t-elle d'un ton oscillant entre condescendance et mépris. « Enfin, pourrais-tu demander à Madame Constance de préparer mon ancienne chambre? J'ai énormément de choses à te raconter. » Dans les jours qui suivirent, la présence d'Alexandra bouleversa totalement la routine du domaine Le Repos. Elle organisa des repas avec d'anciens amis, renouvela la garde-robe d'Étienne avec des costumes venus spécialement d'Italie et planifia même une rénovation de l'aile est du manoir. Pour les employés, il était évident que mademoiselle Montblanc était revenue avec une mission: reprendre sa place en tant que future maîtresse du domaine et de l'empire Chastel. Et elle semblait bien y parvenir. Étienne se laissait entraîner dans des engagements mondains, des réunions d'affaires et des dîners qui le tenaient occupé jusqu'à tard dans la nuit. Les rencontres dans la serre devenaient impossibles. Chloé observait tout cela avec un mélange de confusion et une douleur grandissante. Pendant des semaines, elle avait partagé avec Étienne un monde secret, fait de musique et de confidences. Elle avait vu l'homme derrière le masque de froideur, avait tissé un lien avec lui que personne d'autre ne pouvait comprendre, et à présent, soudainement, il ne lui adressait presque plus un regard pendant les repas. Un après-midi, alors qu'elle préparait le dîner, Alexandra entra dans la cuisine. Elle portait une élégante robe noire qui contrastait dramatiquement avec l'uniforme simple de Chloé. « Ainsi c'est toi la fameuse cuisinière », dit-elle en la scrutant de haut en bas. « Étienne dit que ton gratin de maïs au poivron est divin. »« Merci, mademoiselle », répondit Chloé mal à l'aise sous ce regard insistant. « C'est la recette de ma grand-mère. »« Comme c'est charmant », sourit Alexandra, s'approchant pour inspecter les ingrédients sur le plan de travail. « Tu sais, Chloé, j'ai toujours admiré les gens comme toi. »« Les gens comme moi ?» demanda la jeune femme, se raidissant légèrement. « Oui, les gens qui connaissent leur place, » précisa Alexandra avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, « qui comprennent comment fonctionne l'ordre naturel des choses. » Chloé resta silencieuse, concentrée à émincer un poivron vert. « Étienne et moi avons une histoire, » poursuivit Alexandra, passant un doigt sur le rebord de la table. « Une histoire qui remonte à nos familles, à des générations de Chastel et de Montblanc bâtissant un héritage ensemble. C'est le genre de lien qui transcende les petites distractions. » L'insinuation était limpide. Chloé leva les yeux, croisant le regard vert d'Alexandra. « Je comprends parfaitement, mademoiselle, » répondit-elle avec une dignité qui surprit les deux femmes. « Je suis ici pour cuisiner, non pour m'immiscer dans des affaires qui ne me concernent pas. » Alexandra sourit, satisfaite. « Je suis ravie que nous soyons sur la même longueur d'onde, » dit-elle en se dirigeant vers la porte. « Au fait, je dînerai seule avec Étienne ce soir. Nous avons des affaires importantes à discuter. » Ce soir-là, après avoir servi le dîner et s'être retirée dans sa chambre, Chloé pleura pour la première fois depuis son arrivée au domaine Le Repos. Pas à cause des paroles cruelles d'Alexandra, mais parce qu'elle comprenait enfin l'ampleur de ce qu'elle ressentait pour Étienne Chastel. C'était de l'amour, un amour impossible, absurde, voué à l'échec. Pendant ce temps, dans la salle à manger principale, Alexandra déroulait le plan qu'elle avait soigneusement élaboré. Sur la table, à côté des assiettes de rôti de porc aux épices douces préparées par Chloé, se trouvaient des documents juridiques, des prévisions financières et une proposition qui allait changer l'avenir de Chastel Investissement. La fusion avec Montblanc International est la seule manière d'assurer l'avenir, expliquait Alexandra, articulant lentement pour qu'Étienne puisse lire sur ses lèvres, et notre mariage scellerait définitivement cet accord. Étienne l'observait en silence, le visage impassible, mais en lui une bataille faisait rage. Alexandra représentait son monde, sa classe sociale, son passé. Elle incarnait la sécurité, ce qui était attendu, ce que tous avaient toujours anticipé. Mais dans le silence de son cœur, une seule voix résonnait, et ce n'était pas celle d'Alexandra. Les pluies de novembre s'abattirent avec violence sur le massif central. Pendant 3 jours consécutifs, la pluie tomba sans relâche sur le domaine Le Repos, transformant les chemins en rivières de boue et isolant le manoir du reste du monde. Le ciel gris plombé semblait refléter l'état d'âme de Chloé, qui errait dans la cuisine comme un fantôme, préparant des plats que plus personne ne complimentait, chantant des chansons que plus personne n'écoutait. Cela faisait presque 2 semaines
qu'elle n'avait pas eu un moment seul avec Étienne. Il passait ses journées enfermé en réunion avec Alexandra et les cadres des deux entreprises, et ses soirées à des dîners d'affaires à Lyon ou Paris. La serre, témoin silencieux de ses confessions les plus intimes, restait vide et froide. Cet après-midi-là, alors que la pluie frappait violemment les vitres, Chloé préparait de la pâte pour des papillotes de maïs lorsqu'elle sentit une présence derrière elle. En se retournant, elle se retrouva face à Alexandra qui, pour la première fois depuis son arrivée, lui souriait avec une chaleur apparente. « Il fait un froid terrible, tu ne trouves pas ?» dit la femme élégante en se frottant les bras par-dessus son pull en cachemire. « Je me demandais si tu pouvais préparer un peu de café. Pour nous deux. » Chloé acquiesça, surprise par ce soudain changement d'attitude. Quelques minutes plus tard, les deux femmes étaient assises à la table de la cuisine, des tasses fumantes de café corsé à la cannelle devant elles, accompagnées d'un plat de viennoiserie sucrée. « Tes brioches sont délicieuses, » dit Alexandra après une bouchée légère. Étienne a toujours eu un faible pour les douceurs, même s'il ne l'a jamais admis. « Merci, mademoiselle, » répondit Chloé, mal à l'aise, mais intriguée par cette nouvelle facette d'Alexandra. « Appelle-moi Alexandra, je t'en prie, » sourit-elle en prenant une gorgée de café. « Après tout, je crois que je te dois des excuses. »« À moi ?» Chloé faillit s'étrangler avec sa boisson. « Fin ?» acquiesça Alexandra avec une expression contrite. « J'ai été désagréable avec toi. La vérité, c'est que je suis sous beaucoup de pression. L'état de santé de mon père, la fusion, toute cette histoire avec Étienne. » Elle marqua une pause dramatique, comme si elle hésitait à continuer. Chloé attendit, le cœur battant. « Je suppose que tu mérites de connaître la vérité, » reprit finalement Alexandra à voix basse. « Sur Étienne, sur la fusion, sur toi. »« Je ne comprends pas, » murmura Chloé, bien qu'un poids glacé commençât déjà à se former dans son ventre. « Étienne et moi allons nous marier, » lâcha Alexandra sans détour. « C'est un mariage de convenance, bien sûr. Cela fait partie de l'accord de fusion entre nos entreprises. » La tasse entre les mains de Chloé trembla légèrement, laissant échapper quelques gouttes de café sur la nappe brodée. « L'Empire Chastel est en difficulté financière, » poursuivit Alexandra d'une voix douce mais implacable. « Il a perdu des positions clés sur le marché immobilier depuis la pandémie. La seule façon de le sauver, c'est de fusionner avec Montblanc International. Et la seule manière d'assurer cette fusion, c'est, de la sceller par une union familiale. » Chloé resta muette, incapable de prononcer un mot. Chaque syllabe d'Alexandra était comme une lame qui s'enfonçait dans sa poitrine. « Je ne te dis pas ça pour te blesser, » ajouta Alexandra, en tendant une main vers celle de Chloé qui la retira instinctivement. « Je te le dis parce que je te trouve sincèrement gentille, et les gens bien ne méritent pas de vivre dans l'illusion. Je ne sais pas de quelles illusions vous parlez, » parvint à répondre Chloé, la voix à peine audible. « Je suis juste la cuisinière. » Alexandra esquissa un sourire triste, presque compatissant. « Chloé, voyons. J'ai vu comment tu le regardes. J'ai remarqué ces rencontres nocturnes dans la serre. » Voyant la surprise sur le visage de la jeune femme, elle ajouta « Ma chambre donne sur le jardin. Je vois tout ce qui s'y passe. » Le sang quitta le visage de Chloé. Toute son intimité, ses instants précieux avec Étienne, avaient été espionnés, violés par des regards étrangers. « Je ne te blâme pas, » continua Alexandra. « Étienne peut être charmant quand il le veut. Il a ce côté mystérieux, cette fragilité dissimulée sous des couches de dureté. » Elle fit une pause. « Ce qui m'inquiète, c'est que tu penses que ces moments signifient quelque chose pour lui. Que voulez-vous dire ?» demanda Chloé, les larmes lui montant déjà aux yeux. « Étienne m'a tout raconté, » mentit Alexandra avec une parfaite conviction. « Comment ta voix a réveillé quelque chose en lui, comment il sentait des vibrations quand tu chantais. Il a trouvé ça intéressant, presque thérapeutique. » Elle laissa ces mots s'installer. « Pour lui, tu es comme l'une de ces plantes exotiques qu'il cultive dans sa serre, fascinante, différente mais éphémère. » Dehors, un éclair illumina brièvement la cuisine, suivi du fracas du tonnerre. La tempête faisait rage à l'extérieur comme à l'intérieur de Chloé. « Le contrat de mariage sera signé demain, » poursuivit Alexandra, implacable. « Le mariage aura lieu au printemps, au domaine des Monts-Blancs, en Provence. Nous pensons le faire petit, intime. » Elle se leva avec élégance, lissant des plis invisibles sur sa jupe de créateur. « Je suis désolée que ce soit moi qui te l'annonce, » dit-elle avec une fausse compassion. « Mais je pensais qu'il valait mieux que tu le saches, que tu puisses te préparer. » Et sur ces mots, Alexandra quitta la cuisine, laissant derrière elle le parfum de son eau de toilette française et l'écho de son venin. Chloé resta immobile pendant ce qui lui parut des heures.
Les mots d'Alexandra tournaient en boucle dans son esprit comme un disque rayé. Fascinante, différente, mais éphémère. Un phénomène intéressant, presque thérapeutique. Était-ce cela qu'elle avait été pour Étienne? Une expérience? Une curiosité médicale? Une distraction en attendant son véritable destin auprès d'Alexandra? Lorsqu'elle se leva enfin, la décision était déjà prise. D'un geste mécanique, elle retourna dans sa chambre et sortit la petite valise avec laquelle elle était arrivée des mois auparavant. Elle y rangea ses maigres affaires, quelques vêtements, une photo de ses parents, le carnet où elle avait noté les recettes apprises de Madame Constance. Elle ne laissa pas de mots. Que pouvait-elle dire? Merci de m'avoir utilisé comme un jouet musical. Désolée d'avoir confondu la curiosité avec quelque chose de plus profond. Elle attendit que la maison soit plongée dans le silence nocturne. La pluie s'était calmée, ne laissant derrière elle qu'un épais brouillard qui enveloppait le domaine comme un linceul spectral. Avec la valise dans une main et le cœur en miettes, Chloé se dirigea vers la porte arrière. Avant de partir, elle jeta un dernier regard vers la serre, où les gouttes de pluie scintillaient sur les vitres comme des larmes figées. Puis elle disparut dans la nuit, aussi silencieusement qu'elle était arrivée. Le lendemain matin, Étienne se réveilla avec une sensation étrange dans la poitrine, un pressentiment sombre qu'il ne pouvait définir. Il s'habilla rapidement et descendit à la salle à manger, où Alexandra l'attendait déjà, impeccable dans un tailleur gris perle, les documents de la fusion étalés sur la table. « Où est mon café ?» demanda-t-il en signant avec impatience, tout en lisant sur les lèvres d'Alexandra, qui lui répondit quelque chose sur l'imponctualité du personnel. Quelques minutes plus tard, Madame Constance fit son apparition, l'air inquiet. « Monsieur », dit-elle, ses mains formant les signes avec agitation, « Chloé n'est plus là. Sa chambre est vide. Elle est partie. » Étienne resta totalement immobile. Quelque chose en lui se brisa avec un craquement presque audible. Et alors il le sentit, le silence. Pas le silence familier auquel il s'était habitué depuis 2 décennies, mais un silence absolu, total, une absence si complète qu'elle en devenait étouffante. Les vibrations avaient disparu. La connexion s'était rompue. Il ne ressentait plus rien. Les mains tremblantes, il fit un signe à Madame Constance. A-t-elle laissé un message? A-t-elle dit quelque chose? La vieille femme secoua la tête, les yeux emplis d'une tristesse qui semblait comprendre bien plus que ses mots. « Étienne, il faut en finir avec tout ça », intervint Alexandra en désignant les documents. « Les avocats arrivent dans 1 heure. » Mais il ne l'entendait pas. Il ne lisait pas ses lèvres. Il ne sentait plus sa présence. À cet instant précis, Étienne Chastel était plus sourd que jamais, plongé dans un silence qui n'était plus seulement physique, mais existentiel. Sans dire un mot, il se leva et quitta la salle à manger, laissant Alexandra avec la parole suspendue et les contrats non signés. Il marcha comme un automate jusqu'à la serre, où l'arôme des orchidées se mêlait à l'humidité laissée par la pluie récente. Là, dans l'endroit qui avait été le témoin de sa renaissance et qui devenait maintenant celui de sa mort émotionnelle, Étienne Chastel s'effondra sur le banc de pierre. Et pour la première fois depuis la mort de ses parents, il pleura. Il pleura tout ce qu'il avait perdu. Il pleura tout ce qu'il n'avait jamais osé avoir. Il pleura pour Chloé et sa voix, la seule à avoir su traverser non seulement sa surdité, mais aussi les murailles qu'il avait érigées autour de son cœur. La nouvelle de la rupture entre Étienne Chastel et Alexandra Montblanc se répandit comme une traînée de poudre dans les cercles de la haute société française. L'accord de fusion, annoncé comme le contrat de l'année dans le secteur immobilier, s'effondra en quelques heures. Les Montblanc, furieux de ce qu'ils considéraient comme une humiliation publique, retirèrent toutes leurs propositions et coupèrent tout lien avec les Chastel. Mais Étienne n'en avait cure. Le domaine Le Repos sombra dans un silence plus profond que jamais. Les portes furent closes, les rideaux tirés, et la majorité du personnel fut congédiée avec une généreuse indemnité. Seuls restèrent Madame Constance, Vincent le gardien, et Ramiro le vieux jardinier qui s'occupait de la serre avec une dévotion quasi religieuse. Étienne s'enferma dans son bureau pendant des jours entiers. Il buvait trop, mangeait peu et dormait encore moins. Des cernes sombres se creusèrent sous ses yeux, accentuant la pâleur maladive de son visage. Sa barbe, autrefois parfaitement taillée, poussait désormais en désordre, parsemée de cheveux blancs prématurés. Madame Constance le voyait se consumer comme une bougie, impuissante face à la douleur qui émanait de lui. « Il faut que vous mangiez quelque chose, monsieur », disait-elle chaque matin, en déposant un plateau qu'elle retrouvait plus tard intact. « Trouvez-la », répondaient ses mains tremblantes. « J'ai besoin de savoir où elle est. » Mais Chloé avait disparu sans laisser de traces.
Personne à Saint-Michel-du-Silence ne savait ce qu'elle était devenue. Sa tante Rosalie, la cuisinière titulaire du domaine, était revenue de Nice seulement pour apprendre que sa nièce était partie sans un mot. « Elle est peut-être retournée en Bretagne », suggéra la femme, inquiète. « Elle a des cousins dans la capitale. » Étienne engagea des détectives privés, offrit des récompenses, mobilisa ses contacts, mais c'était comme chercher une goutte d'eau dans l'océan. Pendant ce temps, son désespoir ne cessait de grandir. Il avait tout essayé pour retrouver cette connexion miraculeuse avec le son. Il fit venir des chanteurs d'opéra, des musiciens traditionnels, même des chamans pratiquant des rituels sonores ancestraux. Rien n'y faisait. Son monde restait plongé dans un silence absolu, plus oppressant que jamais, car désormais il savait ce qu'il avait perdu. Il consulta des spécialistes de l'audition, des neurologues, des psychiatres. On lui fit passer des scanners, des IRM, des examens de conduction nerveuse. Tous arrivèrent à la même conclusion. Il n'y avait aucune explication médicale à ce qu'il avait vécu avec Chloé. Sa surdité demeurait totale et irréversible. Il est possible que ce fût un phénomène psychosomatique, suggéra un éminent neurologue de l'Université nationale de Paris. Une sorte de synesthésie auditive provoquée par un stimulus émotionnel intense. Mais Étienne ne voulait pas de diagnostic. Il voulait seulement retrouver cette sensation, ce miracle qui lui avait permis d'entendre, même de manière limitée, la voix de Chloé. Une nuit de décembre, tandis que la neige recouvrait les montagnes d'un manteau argenté, Étienne errait dans le manoir, comme un fantôme. Il entra dans la cuisine, désormais froide et abandonnée. Les ustensiles pendaient en silence, les fourneaux restaient éteints. Seule Rosalie les allumait parfois, pour préparer des repas simples que personne ne dégustait. Ses doigts effleurèrent la table où Chloé pétrissait la pâte des galettes, où elle chantait sans savoir qu'elle accomplissait un miracle. Il se dirigea ensuite vers la bibliothèque, là où avait eu lieu leur première rencontre officielle, là où elle avait chanté pour lui sur son ordre. Là, entre les rayonnages, il retrouva les livres qu'elle avait empruntés durant son séjour. Des recueils de poésie principalement, Pablo Neruda, Octavio Paz, Rosario Castellanos. Dans l'un d'eux, un petit volume de Jaime Sabines, une fleur séchée, marquait une page. C'était une orchidée, la même qu'il avait glissée dans ses cheveux cette nuit-là dans la serre. Le poème marqué s'intitulait « Je t'aime à 10 heures du matin ». Étienne le lut encore et encore, imaginant la voix de Chloé donner vie à ces mots. Mais ce qui le tourmentait réellement, ce qui l'empêchait de dormir, de manger, de vivre, c'était un souvenir. Une conversation banale qu'ils avaient eue dans la serre, quand elle lui avait parlé de son père. « Je lui ai chanté jusqu'à son dernier souffle », avait dit Chloé, avec un mélange de douleur et de fierté. Étienne ferma les yeux, se remémorant l'expression sur son visage, alors qu'elle racontait comment elle avait accompagné son père dans ses derniers instants, en lui chantant des chansons de son enfance. Une révélation le frappa comme la foudre. Ce qu'il avait ressenti pour Chloé n'était pas de la simple curiosité ou fascination, c'était de l'amour. Un amour profond, inattendu, transformateur, et il l'avait laissé partir. Pire encore, il l'avait laissé croire qu'elle n'était qu'un simple sujet d'étude, un phénomène curieux. Jamais il ne lui avait dit ce qu'elle représentait réellement pour lui, comment elle avait illuminé son monde obscur, comment elle avait rendu des couleurs à son existence grise. Cette nuit-là, Étienne Chastel prit une décision. Peu importait le temps que cela prendrait, le prix que cela coûterait ou la difficulté de la tâche. Il retrouverait Chloé Hernandez, pas par égoïsme, pas pour récupérer cette étrange capacité à percevoir les sons à travers elle, mais parce qu'il devait lui dire la vérité, parce qu'il devait lui demander pardon, parce qu'il devait, au moins une fois, lui dire ce qu'il ressentait. Le lendemain matin, Madame Constance trouva Étienne dans la salle à manger, rasé de près et vêtu de vêtements de voyage. Sur la table, des cartes de la Bretagne et une tablette affichant des informations sur les différents villages de la région. « Je vais la chercher », indiquèrent ses mains avec une détermination que la vieille dame n'avait pas vue depuis des années. En personne, village par village s'il le faut. Madame Constance acquiesça, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres ridées. Pour la première fois depuis des mois, elle voyait de l'espoir dans les yeux d'Étienne. « Vous savez, monsieur, » dit-elle, ses mains formant les signes avec précision, « ma sœur vit en Bretagne, en ville. Elle a des contacts dans de nombreux villages, grâce à son commerce de textiles. » Les yeux d'Étienne s'illuminèrent. « Pourriez-vous lui demander de l'aide? La moindre information pourrait être utile. »« Je l'ai déjà fait, monsieur, »
avoua Madame Constance avec un sourire timide. « Il y a des semaines, ma sœur a posé des questions sur les marchés et les coopératives. Hier, elle m'a appelé. Elle pense qu'une de ses voisines connaît la famille de Chloé. Il paraît que la jeune fille a travaillé dans un stand de nourriture au marché central. » Étienne se leva d'un bond, ses mains s'agitant frénétiquement. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?»« Parce que je n'en étais pas certaine, » répondit la vieille femme. « Et parce que vous n'étiez pas prêt. » Étienne acquiesça lentement, comprenant ce que Madame Constance voulait dire. Il n'avait pas été prêt à affronter ses sentiments, à admettre ce que Chloé signifiait réellement pour lui. « Prépare mes valises, » ordonnèrent de ses mains. « Nous partons pour la Bretagne demain à la première heure. » Tandis que Madame Constance se retirait pour exécuter l'ordre, Étienne s'approcha de la fenêtre. Dehors, le soleil d'hiver brillait faiblement sur la neige, créant des éclats de lumière comme des diamants sur le paysage. Pour la première fois depuis des mois, il ressentit quelque chose qui s'apparentait à l'espoir. Il ne savait pas si Chloé lui pardonnerait. Il ne savait pas s'il ressentirait à nouveau ce miracle d'entendre sa voix. Il ne savait pas s'il aurait droit à une seconde chance. Mais il savait, avec la certitude absolue, que seul l'amour véritable peut offrir, qu'il devait essayer. Car dans un monde de silence, elle avait été sa seule musique. Et sans musique, la vie ne valait pas la peine d'être vécue. La Bretagne s'étendait devant Étienne comme une toile multicolore. Les rues pavées du centre historique, les façades colorées en tons d'ocre et de terre cuite, les vendeurs ambulants criant leurs marchandises, tout faisait partie d'un monde vibrant qui contrastait radicalement avec le silence austère du domaine Le Repos. Il avait passé près de 3 semaines à parcourir la ville de Quimper et ses environs. Les informations de Madame Constance s'étaient révélées imprécises. Chloé ne travaillait pas au marché central comme il l'avait cru au départ. Pendant plusieurs jours, Étienne et son chauffeur, Henri, avaient visité chaque stand de nourriture, chaque boutique d'artisanat, chaque recoin où la jeune femme aurait pu se trouver. La fatigue commençait à le ronger. Installé dans un hôtel-boutique du centre-ville, Étienne passait ses nuits sans sommeil, tourmenté par l'idée que Chloé ne soit plus en Bretagne, qu'elle ait quitté la région, ou pire encore, le pays. Ce matin-là de janvier, le soleil brillait avec une intensité inhabituelle pour la saison. Étienne décida de visiter le grand marché de Quimper, le plus vaste de la ville, qu'il n'avait pas encore exploré. Henri conduisit la modeste berline qu'ils avaient louée pour rester discret jusqu'aux abords de l'endroit animé. « Je reviendrai dans 2 heures, patron », dit Henri, bien qu'il sût qu'Étienne ne pouvait pas l'entendre. Il fut donc surpris lorsque son employeur hocha légèrement la tête avant de descendre de la voiture. Le marché était un labyrinthe de couleurs et d'arômes. Des étals de fruits frais alternaient avec des vendeurs de vêtements brodés, d'herbes médicinales et de nourriture de rue dont les fumées éveillaient les sens. Étienne avançait lentement, ses yeux scrutant chaque visage, chaque silhouette, à la recherche de celle qu'il avait mémorisée jusqu'en rêve. Après 1 heure de recherches infructueuses, il décida de faire une pause. Il s'assit à un petit stand de boissons fraîches et commanda un verre d'infusion d'hibiscus. En sirotant le liquide rafraîchissant, son regard se perdit dans la foule. Et alors, il le sentit. Cette vibration familière, presque imperceptible, comme le battement d'ailes d'un papillon dans sa poitrine. Il se leva d'un bond, renversant une partie de sa boisson. Le propriétaire du stand protesta, mais Étienne s'éloignait déjà, suivant cette sensation comme un aveugle se guidant par la chaleur du soleil sur sa peau. La vibration le mena jusqu'à une zone reculée du marché, où de petits producteurs locaux vendaient du pain artisanal. Et là, derrière une table simple couverte d'une nappe brodée, elle était là. Chloé avait changé. Elle avait coupé ses cheveux à hauteur des épaules, une frange encadrait maintenant son visage. Elle portait une blouse brodée traditionnelle bleue, ornée de fleurs rouges et jaunes. Ses mains, celles-là même qui avaient pétri le pain dans la cuisine du domaine Le Repos, enveloppaient maintenant des viennoiseries sucrées pour une vieille dame qui comptait soigneusement ses pièces. Le plus surprenant, c'était qu'elle chantait, pas comme à la maison, en chuchotant timidement, mais d'une voix claire et assurée. Un chant populaire breton qui parlait d'amour perdu et de retrouvailles inattendues. Étienne resta figé. La vibration dans sa poitrine s'intensifia jusqu'à devenir un tremblement qui parcourait tout son corps. Il pouvait ressentir la voix de Chloé comme des ondes le traversant, l'enveloppant d'une chaleur qu'il croyait disparue à jamais. Lorsque la vieille femme s'éloigna, Étienne avança lentement. Chloé, concentrée à disposer ses produits, ne le vit pas approcher. Ce fut une fillette qui attendait avec sa mère pour acheter du pain, qui attira son attention en pointant du doigt l'étranger à l'expression intense.
Chloé leva les yeux. Le choc de reconnaître Étienne lui coupa le souffle. La viennoiserie qu'elle tenait glissa de ses mains et s'émietta au sol. « Monsieur Chastel » murmura-t-elle, sa voix à peine audible dans le tumulte du marché. Étienne ne pouvait pas lire sur ses lèvres à cette distance, mais il n'en avait pas besoin. La surprise, la confusion et la douleur dans les yeux de Chloé disaient tout. Il s'avança jusqu'à se retrouver face à elle, séparé seulement par la table pleine de pain. Plusieurs clients, intrigués par la scène, s'arrêtèrent pour observer. La tension était palpable. Les mains d'Étienne commencèrent à bouger, formant des signes maladroits, urgents. « Je t'ai cherché partout. » Chloé ne répondit pas. Ses yeux couleur chocolat qu'il avait tant réchauffés dans la serre étaient désormais froids, distants. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement, articulant clairement pour qu'il comprenne. « Pourquoi se donner cette peine? Vous avez votre vie bien tracée, monsieur Chastel. Votre entreprise, votre fiancé, votre monde. » Étienne secoua la tête avec vigueur. Ses mains formèrent de nouveaux signes. « Il n'y a pas de fiancé. Il n'y a pas de fusion. Il n'y a rien sans toi. » La jeune femme détourna le regard, mais Étienne aperçut les larmes qui commençaient à perler dans ses yeux. « S'il vous plaît, partez, » demanda-t-elle, essuyant discrètement une larme. « Je travaille. » Mais Étienne ne bougea pas. Dans un geste impulsif, il contourna la table et s'agenouilla devant elle, sous les regards médusés des passants. Le millionnaire, l'homme d'affaires, celui qui ne s'était jamais incliné devant personne, était maintenant à genoux sur le sol poussiéreux d'un marché rural. Ses mains, tremblantes mais déterminées, formèrent des mots qui venaient directement de son cœur. « Je ne sais pas ce que tu es, Chloé, mais toi seule donnes un son à mon monde. » Le marché, habituellement bruyant, sembla se figer dans un silence soudain. Ou peut-être était-ce seulement l'impression de Chloé, pour qui le temps s'arrêta en cet instant. « Vous mentez, » murmura-t-elle, les larmes coulant librement sur ses joues. « Votre fiancé m'a tout raconté. Pour vous, je n'étais qu'une expérience, une curiosité médicale. » Étienne secoua la tête, ses propres yeux se remplissant de larmes. Il prit les mains de Chloé dans les siennes et les porta à sa poitrine, là où son cœur battait puissamment. « Alexandra a menti, » répondirent ses mains une fois libérées. « Je ne lui ai jamais parlé de nous, il n'y a jamais eu de fiançailles. Tu es parti avant que je puisse tout expliquer. » Chloé le regardait fixement, voulant croire, mais craignant de le faire. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance ?» demanda-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Parce que sans toi, je vis dans un silence absolu, » répondit Étienne. « Parce que j'ai traversé toute la France pour te retrouver. Parce que je t'aime, Chloé Hernandez. » Ces derniers mots, exprimés avec ses mains tremblantes, brisèrent la dernière barrière. Chloé éclata en sanglots, des sanglots qui secouaient son petit corps. Et alors, le miracle se produisit. Étienne entendit. Pas seulement des vibrations, pas seulement une perception floue. Il entendit clairement le son des pleurs de Chloé. Un son brisé, humide, profondément humain. Le son le plus beau qu'il ait jamais connu. Surpris, presque effrayé par l'intensité de la sensation, Étienne porta les mains à ses oreilles. Les larmes coulaient sur son visage, tandis qu'il réalisait ce qui se produisait. Ce n'était pas seulement la voix chantée de Chloé qu'il pouvait entendre. C'était elle dans son expression la plus pure et la plus vulnérable. C'était le son de l'amour. D'un geste maladroit, bouleversé par l'émotion, Étienne se releva et prit le visage de Chloé entre ses mains, essuyant ses larmes avec ses pouces. « Je t'entends, » dirent ses mains. « Pas seulement ton chant, tes larmes. Je t'entends, Chloé. » Elle le regarda, les yeux écarquillés, comprenant l'ampleur de ce qu'il venait de dire. « Comment est-ce possible ?» souffla-t-elle. Étienne se contenta de sourire, un sourire large et sincère qui illumina son visage tout entier, le transformant. Il n'avait pas de réponse à cette question. Le comment et le pourquoi n'avaient plus d'importance. Seul comptait le fait qu'ils étaient là, ensemble, liés par quelque chose qui dépassait la science, la logique et les barrières sociales qui les séparaient. Au beau milieu du marché de la Bretagne, entouré de viennoiseries sucrées et de regards curieux, Étienne Chastel et Chloé Hernandez s'enlacèrent, comme si le monde autour d'eux avait cessé d'exister, comme s'il ne restait que le son de leur cœur battant à l'unisson, une mélodie que seuls eux pouvaient entendre. Le voyage de retour au domaine Le Repos se déroula dans un silence chargé d'émotions contradictoires. À l'arrière du luxueux SUV que Henri conduisait sur les routes sinueuses du Massif central, Étienne et Chloé étaient séparés par à peine quelques centimètres qui semblaient des kilomètres. L'invitation d'Étienne avait été claire et respectueuse. Il voulait qu'elle revienne avec lui, non comme employée,
mais comme invité. Il voulait lui montrer que ses sentiments étaient réels, profonds, transformateurs. Chloé avait accepté après 3 jours de réflexion et de longues conversations. Son stand au marché serait pris en charge par sa cousine Isabelle, pendant qu'elle réglait cette affaire en suspens avec l'homme qui avait bouleversé sa vie. Mais la méfiance restait là, comme une blessure mal refermée qui menaçait de se rouvrir au moindre contact. « Je ne peux rien promettre », avait-elle dit avant de monter dans la voiture. « Je viens seulement pour comprendre ce qu'il se passe entre nous. » À présent, alors que le paysage passait des vallées bretonnes aux montagnes d'Auvergne, Chloé observait le profil d'Étienne. Il semblait différent, plus mince, avec de nouvelles rides autour des yeux. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau en lui, une vulnérabilité, une ouverture qu'il cachait autrefois sous des couches de froideur et de distance. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la propriété, le crépuscule peignait le ciel de rose et d'orange. Madame Constance les attendait à l'entrée, son visage ridé illuminé par un sourire discret mais sincère. « Bienvenue à la maison, ma petite », dit la vieille dame, enlaçant Chloé avec affection. « Ta chambre est prête, la même qu'avant. » Chloé acquiesça, reconnaissante mais prudente. Son regard balaya la façade du manoir, s'arrêtant sur la serre que l'on devinait sur le côté. Tant de souvenirs enfermés entre ces parois de verre. Ce soir-là, ils dînèrent séparément. Chloé préféra se retirer tôt, submergée par l'intensité des événements. Étienne respecta sa distance, bien que chaque fibre de son être désirât être auprès d'elle, entendre sa voix, se replonger dans ce miracle que seule elle rendait possible. Il passa la nuit éveillé, à lire et relire les poèmes qu'elle avait marqués dans ses livres, des mois plus tôt, des mots d'amour, de désir, d'âme qui se reconnaissent à travers le temps et l'espace. À l'aube, il prit une décision. Il écrivit un mot et demanda à Madame Constance de le remettre à Chloé avec le petit déjeuner. Serre, midi. Cette fois, c'est une invitation, pas un ordre. Lorsque Chloé entra dans la serre, le soleil de midi filtrait à travers le toit de verre, créant un kaléidoscope de lumière sur les plantes exotiques. Étienne l'attendait près de la même fontaine de pierre où avait eu lieu leur première rencontre, mais cette fois il n'y avait plus de distance hiérarchique entre eux. Il se leva en la voyant, les yeux brillants d'émotion. « Tu es venu, dit-il, ses mains formant les signes avec douceur. « J'avais dit que je viendrais, répondit-elle autant avec sa voix qu'avec ses mains. Ce fut le début d'une nouvelle phase dans leur relation. Chaque jour, ils se retrouvaient dans la serre à la même heure. Ils parlaient pendant des heures, parfois avec les mains, parfois en écoutant Chloé chanter doucement en racontant des histoires de son enfance en Bretagne. Étienne découvrit qu'il pouvait entendre de plus en plus clairement, non seulement son chant mais aussi des fragments de sa voix parlée, surtout lorsque l'émotion en intensifiait le timbre. Les jours devinrent des semaines. Le printemps arriva dans le Massif central, apportant avec lui de nouveaux bourgeons et des fleurs sauvages qui embaumaient l'air. Entre Étienne et Chloé, quelque chose d'aussi beau et fragile prenait racine, la confiance. Ils n'étaient plus patron et employé, mais deux âmes qui se reconnaissaient, qui se complétaient, mais tout n'était pas parfait. Une ombre planait sur leur bonheur naissant, un fantôme du passé qui refusait de disparaître. Un après-midi, alors qu'ils partageaient une tisane sur la terrasse, Rémi, le jardinier, s'approcha avec une expression préoccupée. « Monsieur, dit-il, ses mains formant les signes avec maladresse, Mademoiselle Alexandra est à l'entrée. Elle insiste pour vous voir. » Étienne pâlit. Cela faisait des mois qu'il n'avait plus de contact avec les Montblanc. Depuis la rupture de l'accord de fusion, les relations entre les deux familles s'étaient complètement détériorées. « Dis-lui que je ne suis pas disponible », indiquèrent ses mains. Mais c'était trop tard. Alexandra traversait déjà le jardin, élégante comme toujours dans une robe de créateur printanière et des talons qui s'enfonçaient légèrement dans la pelouse. Son visage, habituellement impassible, affichait désormais un mélange de surprise et d'indignation en voyant Chloé assise aux côtés d'Étienne. « Eh bien, dit-elle, sa voix aussi froide que la glace. « Je comprends tout maintenant. La petite cuisinière t'a tenu occupée. » Étienne se leva, se plaçant protecteur entre les deux femmes. « Que veux-tu, Alexandra » demandèrent ses mains avec fermeté. « Mon père va plus mal, » répondit-elle, examinant ses ongles parfaitement manucurés. « Les médecins disent qu'il lui reste quelques semaines. Avant de partir, il veut s'assurer que tu ne commettes pas une erreur qui détruira l'héritage de générations entières. » Elle se tourna vers Chloé, qui restait assise, tendue mais digne. « Je suppose qu'il ne t'a pas parlé de la situation financière de Chastel Investissement, ma chère, » poursuivit Alexandra avec une douceur fausse. « Sans la fusion avec notre entreprise,
Ils sont au bord de la faillite. Étienne est sur le point de tout perdre, tout ce que sa famille a construit pendant des décennies. Chloé regarda Étienne, cherchant une confirmation ou un démenti à ses paroles. Il se contenta de secouer la tête, bien qu'un éclat d'inquiétude ait traversé son regard. Ce fut alors que Chloé se leva, faisant face directement à Alexandra. « Mademoiselle Montblanc, dit-elle, avec une fermeté qui surprit les deux, je vous remercie de votre inquiétude. Mais je pense que c'est à Étienne de décider ce qui est le plus important. Un héritage de pierres et de papier, ou un héritage de vérité et de bonheur. » Elle se tourna vers Étienne, ses yeux brillants de détermination. « Je t'aime, déclara-t-elle, avec sa voix et avec ses mains. Mais je ne veux pas être la cause de ta ruine. J'ai besoin de savoir que tu es avec moi, non pas pour ce que je peux t'apporter, mais malgré ce que tu pourrais perdre. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé de tension. Alexandra observait son expression calculatrice convaincue de sa victoire. Étienne regardait Chloé, son visage un tableau où se dessinaient des émotions contradictoires. Finalement, ses mains formèrent une réponse simple mais puissante. « Choisis un jour, n'importe quel jour, et tu sauras. » 3 jours plus tard, Étienne convoqua une conférence de presse dans le plus prestigieux hôtel de Lyon. Les principaux médias étaient présents, intrigués par l'invitation mystérieuse de l'entrepreneur qui évitait toute exposition publique depuis des années. Face à des dizaines de caméras et de micros, Étienne Chastel, accompagné d'un interprète en langue des signes, annonça sa décision. Chastel Investissement romprait définitivement toute négociation avec Montblanc International. De plus, il vendrait ses parts dans plusieurs entreprises conjointes et réorienterait son modèle économique vers des projets durables et des développements communautaires dans les zones rurales de France. « Pendant des années, j'ai construit des bâtiments », déclara-t-il par l'intermédiaire de son interprète. « À présent, je veux bâtir un avenir digne pour ceux qui ont été oubliés par le développement urbain excessif. » Les analystes financiers estimaient que cette décision coûterait à Chastel au moins 40% de son patrimoine. Les actions de l'entreprise chutèrent en bourse dès cet après-midi-là. Mais quand Étienne rentra au domaine Le Repos, ce soir-là, il trouva Chloé qui l'attendait dans la serre, entourée de bougies éclairant doucement les plantes exotiques. « Es-tu sûr ?» demanda-t-elle, les yeux humides d'émotion. « C'est énorme, ce que tu sacrifies. » Étienne sourit, s'approchant pour prendre ses mains dans les siennes. « Ce n'est pas un sacrifice, » répondirent ses doigts. « C'est une libération. Pour la première fois de ma vie, j'ai le sentiment de construire quelque chose de réel, quelque chose qui durera plus que n'importe quel immeuble. » Et tandis que Chloé commençait à chanter doucement, entourée du parfum des fleurs nocturnes et de la lumière vacillante des bougies, Étienne sut qu'il avait fait le bon choix. Il avait peut-être perdu une partie de sa fortune, mais il avait retrouvé quelque chose de bien plus précieux, sa paix, sa capacité à ressentir, son humanité. Et plus encore, il avait gagné l'amour d'une femme dont la voix avait traversé non seulement sa surdité, mais aussi les murailles qu'il avait érigées autour de son cœur. Les mois qui suivirent la conférence de presse apportèrent des transformations profondes dans la vie d'Étienne et de Chloé. Le domaine Le Repos, autrefois refuge de silence et d'isolement, s'emplissait peu à peu de nouvelles voix et d'une énergie renouvelée. Les portes longtemps restées closes s'ouvraient désormais pour accueillir fréquemment des visiteurs, architectes, pédagogues, médecins spécialistes et thérapeutes. La Fondation Chastel pour l'inclusion auditive était née comme une graine plantée par eux une nuit de printemps, alors qu'ils contemplèrent les étoiles depuis le belvédère. Étienne voulait transformer son expérience personnelle en une initiative capable d'aider d'autres personnes, en particulier les enfants et les jeunes confrontés au monde du silence sans les moyens économiques qu'il avait eus. Et si on transformait une partie du domaine en centre de thérapie, avait proposé Chloé, ses mains formant les signes avec la fluidité acquise après des mois de pratique intensive. Un lieu où il se sentirait compris, pas seulement soigné. Étienne avait pris ses mains et les avait embrassées avec dévotion. « Tu es brillante », avaient répondu ses doigts. « On commence dès demain. » L'aile et du manoir, autrefois réservé à des invités qui ne venaient jamais, fut entièrement réaménagée. Ils y installèrent des studios insonorisés, des équipements de stimulation vibratoire et de vastes espaces pour des thérapies de groupe. L'ancienne cuisine du personnel fut transformée en un grand atelier culinaire spécialement conçu pour que Chloé puisse y donner ses cours, car telle avait été sa proposition novatrice.
Utiliser la cuisine et le chant comme moyen d'expression émotionnelle et de thérapie sensorielle pour des enfants atteints de surdité. La cuisine fait appel à tous les sens, expliquait Chloé aux spécialistes sceptiques. Le toucher des ingrédients, les arômes, les couleurs, les vibrations des appareils. C'est un langage universel qui ne nécessite pas de mots. Son idée, d'abord accueillie avec réserve, se révéla rapidement prometteuse. Les 15 premiers enfants accueillis au centre, issus de communautés rurales voisines, s'épanouirent grâce à cette approche intégrative. Pétrir du pain devint un moyen d'évacuer la frustration, décorer des biscuits, un exercice d'expression personnelle, sentir les vibrations d'un batteur contre leur poitrine, une manière de se connecter aux rythmes musicaux. Mais le véritable miracle survenait lorsque Chloé chantait pour eux. Au début, elle le faisait timidement, incertaine de leur réaction. À sa grande surprise, les enfants en redemandaient. Ils s'asseyaient en cercle autour d'elle et posaient leurs petites mains sur sa gorge pendant qu'elle entonnait des chants populaires bretons. Leur visage s'illuminait en sentant les vibrations, en voyant la musique prendre forme physique, tangible. Étienne observait ces séances avec un mélange de fierté et d'émerveillement. Sa propre capacité auditive s'était nettement améliorée au cours des derniers mois. Il ne percevait plus seulement la voix chantée de Chloé. Progressivement, d'autres sons avaient commencé à se frayer un chemin dans sa conscience. Le tintement des ustensiles dans la cuisine, le murmure du vent entre les arbres, voire des fragments de conversation quand les voix étaient claires et les émotions fortes. Le neurologue qui le suivait, le docteur Moreau, était fasciné par son cas. Il n'y a pas d'explication scientifique conventionnelle, admettait-il après avoir analysé les derniers examens. Mais il existe une théorie émergente sur la neuroplasticité émotionnelle. Lorsque le cerveau associe certains stimuli auditifs à des émotions profondes, il peut créer de nouvelles voies neuronales pour les traiter, même si les canaux traditionnels sont endommagés. Mais Étienne et Chloé savaient que cela allait bien au-delà des théories médicales. Ce qu'ils partageaient transcendait le physique. C'était une connexion de l'âme, une compréhension profonde qui avait transformé non seulement la perception auditive d'Étienne, mais aussi sa manière d'interagir avec le monde. « Ce n'est pas que je récupère l'audition au sens traditionnel », expliquait Étienne à Madame Constance, « c'est que Chloé m'a appris à écouter avec autre chose que mes oreilles. » Un après-midi particulièrement spécial, lors de la célébration du premier anniversaire de la Fondation, un événement inattendu se produisit. Les enfants avaient préparé un petit spectacle pour les donateurs et les familles. Chloé avait travaillé pendant des semaines pour leur apprendre une chanson simple mais belle, qu'ils interpréteraient en combinant la langue des signes et leur voix. Au moment venu, le trac submergea l'un des plus jeunes, Mathieu, à peine âgé de 6 ans, qui oublia la chorégraphie des signes. Frustré, il se mit à pleurer en silence. Chloé s'agenouilla à ses côtés et le serra dans ses bras, lui murmurant des mots d'encouragement. Puis, à la surprise générale, Étienne les rejoignit sur la petite scène improvisée. Avec des gestes apaisants, il prit la petite main de Mathieu et la posa sur sa propre gorge. Ensuite, sous le regard stupéfait de Chloé et de tous les présents, il se mit à chanter. Sa voix rugueuse d'années de silence, brisée sur certaines notes, se joignit à celle de Chloé pour la chanson qu'ils avaient tant répétée ensemble. Ce n'était pas une voix parfaite, ni même harmonieuse, mais elle était réelle, vibrante, vivante. Mathieu sentit les vibrations sous sa paume et sourit à travers ses larmes. Bientôt, les autres enfants se joignirent à eux, certaines voix claires, d'autres à peine audibles, beaucoup fausses, peu importait. Ensemble, ils créèrent quelque chose de magnifique dans son imperfection. Et alors qu'ils dirigeaient ce chœur improvisé, Étienne les entendit. Pas seulement Chloé, pas seulement des vibrations indistinctes, mais des voix individuelles, des rires d'enfants, de petits souffles d'émotion, un son collectif, complexe, humain. Pour la première fois en plus de 20 ans, il entendait autre chose que le silence ou la voix isolée de Chloé. Lorsque la chanson s'acheva, un moment de silence sacré régna, suivi d'une explosion d'applaudissements. Les parents pleuraient, les spécialistes échangeaient des regards émerveillés, Madame Constance levait les mains au ciel dans un geste de gratitude. Mais Étienne ne voyait que Chloé, dont les yeux brillaient de larmes de joie. « Je vous ai entendu », gesticulaient ses mains tremblantes. « Tous ». Ce soir-là, une fois les invités partis et les enfants rentrés chez eux, Étienne et Chloé s'assirent au belvédère, comme ils le faisaient chaque soir pour contempler les étoiles. « Tu sais ce qui était le plus extraordinaire ?» demanda-t-elle à la fois avec sa voix et ses mains.
Ce n'est pas que tu aies pu entendre les voix des enfants, c'est que aies pu entendre la tienne. » Étienne médita cette remarque. C'était vrai. Pendant des décennies, il avait cru que sa voix, puisqu'il ne pouvait l'entendre, n'avait aucune valeur. Il avait choisi le silence, se repliant sur lui-même. Mais aujourd'hui, sa voix imparfaite avait touché ses enfants d'une manière qu'aucune voix professionnelle n'aurait pu atteindre. « Nous avons tous la capacité de guérir et d'être guéris », répondirent ses mains. « Il suffit de trouver ceux qui parlent notre langue de l'âme. » Chloé posa sa tête sur l'épaule d'Étienne, tandis que la nuit du Massif central les enveloppait de son manteau étoilé. Tous deux savaient que le miracle qu'ils avaient vécu n'était pas seulement auditif. C'était le miracle de la rencontre de deux êtres qui se complétaient parfaitement, qui s'écoutaient au-delà des mots, qui se guérissaient l'un l'autre. Et la voix de Chloé, cette voix qui avait brisé le silence éternel, n'était plus seulement un pont vers le monde sonore pour Étienne. Elle était devenue le symbole d'une vérité plus profonde, que l'amour dans son expression la plus pure est la plus puissante des forces de guérison. Le temps est un maître silencieux qui transforme tout ce qu'il touche. 1 an s'était écoulé depuis l'inauguration de la Fondation Chastel, et le domaine Le Repos n'était plus ce mausolée de silence qu'Étienne avait bâti autour de sa douleur. Le manoir respirait désormais une vie nouvelle, des rires d'enfants dans les couloirs, de la musique dans les salles de thérapie, le parfum du pain tout juste sorti du four flottant depuis les ateliers culinaires. Ce jour-là d'octobre, le crépuscule peignait le ciel de teintes rougeoyantes qui se reflétaient sur les fenêtres de la demeure comme du feu liquide. Étienne avait été inhabituellement nerveux toute la journée, vérifiant chaque détail avec une minutie presque maniaque. La serre, son refuge partagé avec Chloé, avait été préparée avec un soin particulier. Des petites lumières dissimulées parmi les plantes, une table garnie de fruits tropicaux et de 2 verres en cristal taillé, un chemin de pétales de fleurs de souci menant jusqu'à la fontaine centrale. « Tout est parfait, patron », lui assura Rémi, le vieux jardinier, après avoir placé la dernière orchidée exactement à l'endroit qu'Étienne avait indiqué. Mademoiselle Chloé restera sans voix. Étienne sourit, remerciant d'un geste. Si tout se passait comme il l'espérait, Chloé aurait bien des mots à lui dire ce soir-là, et lui, pour la première fois, pourrait peut-être tous les entendre. Au crépuscule, il envoya Madame Constance avec un mot rédigé de sa main, dans sa calligraphie élégante, « Serre, 19 heures précises. Cette fois, c'est une promesse. » Lorsque Chloé entra dans le lieu, son cœur fit un bond. La serre, toujours splendide, s'était transformée en un espace magique. La lumière dorée du couchant se mêlait à l'éclat chaleureux de dizaines de petites lampes dissimulées parmi la végétation. L'air était imprégné du parfum sucré des fleurs de vanille que Étienne avait fait venir spécialement de Grasse. Mais ce qui la coupa réellement du souffle fut de voir Étienne debout près de la fontaine, vêtu d'un élégant costume bleu nuit, tenant une unique fleur de magnolia blanche. « Tu es magnifique », dirent ses mains lorsqu'elle s'approcha, habillée d'une simple mais précieuse tunique brodée turquoise, ornée de fleurs dorées, un cadeau qu'il lui avait offert lors de leur dernier voyage en Bretagne. « Toi aussi, tu es très élégant », répondit-elle souriante. « Que célèbre-t-on » Au lieu de répondre par signe, Étienne lui tendit la magnolia. Lorsque Chloé la prit, elle découvrit à l'intérieur de la fleur un petit écrin de velours noir. Ses yeux s'ouvrirent grands, comprenant soudainement la portée de ce moment soigneusement préparé. « Étienne » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Il prit l'écrin de ses mains tremblantes et, à la surprise de Chloé, ne l'ouvrit pas. À la place, il le posa sur le rebord de la fontaine et commença à communiquer en langue des signes. « Avant de te montrer ce qu'il y a dedans, j'ai quelque chose à te dire », indiquèrent ses mains. Quelque chose que je répète depuis des semaines. Chloé acquiesça, retenant son souffle. Étienne inspira profondément et à la stupéfaction absolue de Chloé, il commença à parler, pas avec ses mains, mais avec sa voix. Une voix rauque, légèrement fausse, mais absolument claire et compréhensible. « Chloé Hernandez », dit-il lentement, articulant chaque syllabe avec soin. « Avant de te connaître, je vivais dans le silence. Pas seulement à cause de ma surdité, mais parce que j'avais fermé mon cœur à tout ce qui signifiait ressentir, me connecter, aimer. » Il s'interrompit, visiblement ému par l'effort et par l'expression de surprise totale sur le visage de Chloé. Il avait secrètement pratiqué pendant des mois avec l'aide de thérapeutes vocaux pour reprendre le contrôle d'une voix endormie depuis plus de 20 ans. « Ta voix a ouvert une porte que je croyais scellée à jamais, » poursuivit-il pas. « Mais ce n'est pas un miracle médical qui m'a permis de t'entendre. C'est quelque chose de plus profond,
Tu m'as appris à écouter avec l'âme. » Les larmes coulaient librement sur le visage de Chloé, qui le regardait comme si elle assistait à l'impossible. Étienne s'agenouilla devant elle, prenant l'écrin de velours. Mais au lieu de l'ouvrir, il le posa de côté et prit les mains de Chloé entre les siennes. « Je n'ai pas de bague à t'offrir, » dit-il, sa voix de plus en plus assurée. « Ce serait trop conventionnel pour ce que nous partageons. Ce que je t'offre est plus précieux. Ma voix, mon silence, ma musique intérieure, tout ce que je suis. » D'une main légèrement tremblante, il ouvrit l'écrin. À l'intérieur, il n'y avait pas de bague, mais une clé ancienne en fer forgé, ornée de détails minutieux. « C'est la clé d'origine de ce domaine, » expliqua Étienne. « Elle est transmise de génération en génération dans ma famille. Elle représente non seulement un lieu physique, mais un héritage, une histoire qui continue à s'écrire. » Il prit la clé et la déposa dans la paume ouverte de Chloé. « Je veux que tu fasses partie de cette histoire, » dit-il en la regardant dans les yeux. « Que nous continuions à bâtir ensemble cet endroit où le silence et la musique peuvent coexister, où ce qui est brisé peut devenir beau, où l'amour parle toutes les langues. » Il se releva sans lâcher ses mains. « Chloé Hernandez, me ferais-tu l'extraordinaire honneur de partager ta vie avec moi, d'être ma voix lorsque je ne peux parler, ma musique lorsque le silence est trop lourd, ma compagne dans ce voyage qui ne fait que commencer ?» La serre sembla retenir son souffle. Les plantes, les fleurs, même l'eau de la fontaine paraissait s'être figée, dans l'attente de la réponse de Chloé. « Oui, » répondit-elle, à travers ses larmes. « Oui, Étienne Chastel, je serai ta voix, ta musique, ta compagne. Pour toujours. » Et alors, dans un élan né du cœur, elle se mit à chanter. Une chanson simple, une berceuse bretonne que sa mère lui chantait lorsqu'elle était enfant. Une mélodie sur le foyer, l'appartenance, le refuge trouvé dans les bras de celui qui vous aime. À sa plus grande surprise et joie, Étienne se joignit à elle. Sa voix imparfaite mais émotive s'entrelaça avec celle de Chloé en une harmonie qui transcendait les notes. C'était le chant de deux âmes qui avaient retrouvé en l'autre leur moitié parfaite. Lorsqu'ils terminèrent, ils s'étreignirent en silence. Ils n'avaient plus besoin de mots. Tout avait été dit, chanté, ressenti. Dehors, le dernier rayon de soleil disparaissait derrière les montagnes, laissant place à un ciel étoilé qui semblait célébrer avec eux. À l'intérieur de la serre, entre orchidées et magnolias, deux êtres que le destin avait marqués par le silence avaient trouvé la plus belle des mélodies, le son de l'amour véritable. Les mois suivants, le domaine Le Repos se prépara pour une célébration sans précédent. Le manoir, jadis forteresse de solitude, ouvrirait ses portes pour un mariage qui unirait non seulement Étienne et Chloé, mais aussi deux mondes en apparence inconciliables, celui de la haute société française et celui des traditions rurales bretonnes. La capacité auditive d'Étienne ne se rétablit jamais complètement. Il y avait de bons jours où il pouvait percevoir des conversations entières et des jours plus difficiles où le silence revenait comme un brouillard épais. Mais cela n'avait plus d'importance. Il avait appris qu'écouter va au-delà des oreilles, que la musique peut se ressentir dans les os, sur la peau, dans l'âme. Et chaque soir, avant de s'endormir, Chloé chantait pour lui, pas comme une thérapie, ni comme un miracle, mais comme le plus pur des actes d'amour. Une chanson qui disait sans mots compliqués « Je suis là, je te vois, je t'entends, je t'aime ». Le silence, qui avait été sa prison pendant tant d'années, s'était transformé en un espace sacré où deux âmes pouvaient communiquer dans une langue qui transcendait le physique. Un espace de paix, d'acceptation, d'amour inconditionnel. Et ainsi, le manoir qui fut autrefois témoin muet de la douleur et de la solitude, résonnait désormais de nouvelles mélodies, des conversations passionnées, des rires d'enfants, des projets partagés, des promesses murmurées. Le plus beau des sons, celui de deux cœurs battant à l'unisson dans la symphonie parfaite de l'amour.